Le soleil de l'Arizona me martelait le crâne, et la soif me tordait les entrailles. Mais le véritable piège n'était ni la chaleur, ni mes poursuivants, mais ce ranch abandonné, gardien d'un passé que je croyais enterré. Le soleil de l'Arizona était un marteau de forge qui cognait sans relâche sur mon crâne. Chaque inspiration était un supplice. L'air sec brûlait mes poumons et la poussière rouge collait à ma peau en sueur. Ça faisait 2 jours. 2 jours que je courais, que je me terrais le jour et marchais la nuit, avec la paranoïa comme seule compagne. Les phares de leurs bagnoles noires hantaient encore mes rétines. Je les avais semés à la sortie de Flagstaff, en abandonnant ma propre voiture dans un fossé pour m'enfoncer à pied dans ce désert hostile. Une mauvaise transaction, un paquet qui n'aurait jamais dû être ouvert. Et me voilà, moi qu'on surnomme l'Apache, traqué comme un vulgaire coyote. Mes réserves d'eau étaient à sec depuis ce matin. Ma gorge était du papier de verre. Chaque pas était une victoire contre l'évanouissement. C'est alors que je l'ai vu, scintillant dans la chaleur déformante de l'horizon. Pas un mirage, une structure, un ranch, isolé, planté au milieu de nulle part, comme un navire échoué sur un océan de sable et de broussailles. L'espoir, cette saleté tenace, a refait surface. Qu'il soit habité ou non, il y aurait de l'eau. Un puits, un réservoir, de l'ombre, un répit. Plus je me rapprochais, plus l'impression d'abandon se confirmait. La peinture blanche de la maison s'écaillait. Les volets pendaient de guingois comme des paupières fatiguées, et le silence n'était brisé que par le sifflement du vent dans les planches disjointes de la grange. Personne. Pas de voiture, pas de bétail, pas de fumée s'échappant de la cheminée. La chance, pour une fois, semblait de mon côté. J'ai fait le tour de la propriété, le vieux Colt que j'avais glissé dans ma ceinture à la main, les sens en alerte. Rien. Juste le craquement de mes bottes sur la terre craquelée. La porte d'entrée était fermée à clé, mais une fenêtre à l'arrière, celle de la cuisine, avait un carreau brisé. J'ai passé la main avec précaution, déverrouillé le loquet, et je me suis glissé à l'intérieur. L'air était stagnant, chargé d'une odeur de poussière froide et de temps arrêté. Des draps blancs recouvraient les meubles du salon, leur donnant des allures de fantômes paisibles. J'ai traversé la pièce sur la pointe des pieds, mon instinct me hurlant de rester prudent. Au fond du couloir, j'ai trouvé une salle de bain. J'ai tourné le robinet du lavabo. Un gargouillement, puis un filet d'eau rouillée à couler, qui s'est vite éclairci. J'ai bu à longues goulées, l'eau la plus précieuse, la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Revigoré, j'ai commencé mon inspection. Je ne comptais pas rester longtemps, juste assez pour reprendre des forces et piller quelques conserves, si possible. La cuisine était vide, les placards nus. On aurait dit que les anciens propriétaires étaient partis à la hâte, mais avaient pris le temps de tout emporter. Étrange. Je suis monté à l'étage. 2 chambres. La première était celle d'un enfant, avec un papier peint délavé représentant des fusées et des planètes. Dans la seconde, la chambre principale, un grand lit trônait au centre, lui aussi recouvert de son linceul de tissu blanc. Une commode en bois sombre était adossée au mur. Poussé par la curiosité, ou peut-être par l'ennui angoissant de l'attente, j'ai tiré le premier tiroir. Des vêtements de femme, soigneusement pliés, sentant la naphtaline. Le deuxième, vide. Dans le troisième, sous une pile de linge de maison, mes doigts ont heurté quelque chose de dur. Une petite boîte en bois. Je l'ai sortie et je l'ai posée sur la commode. Elle n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, des babioles sans valeur. Une mèche de cheveux blonds nouée par un ruban. Une pièce étrangère, quelques boutons dépareillés. Et des photos. Une dizaine de clichés jaunis par le temps. Des photos de famille typiques. Un couple souriant devant le ranch. Un enfant soufflant ses bougies. Une femme posant à côté d'un cheval. Des gens heureux.
une vie simple et révolue. J'allais refermer la boîte, un peu déçu de n'avoir rien trouvé d'utile, quand mon regard s'est attardé sur la dernière photo, celle du dessous. Mon cœur a cessé de battre. Ce n'était pas une photo de famille. C'était une jeune femme, peut-être la même que sur les autres clichés, mais prise de plus près. Elle était assise sur un rocher, en pleine nature, un grand sourire aux lèvres. Le soleil éclairait ses cheveux blonds. Une scène banale, idyllique même. Sauf que dans sa main, celle qu'elle tendait nonchalamment vers l'objectif comme pour présenter un trophée, elle tenait un objet métallique, un objet que je connaissais. Un briquet Zippo en argent brossé avec une gravure très particulière sur le côté. Une tête d'aigle et 3 petites rayures en dessous. Le sang a quitté mon visage. Le souffle m'a manqué. J'ai dû m'appuyer contre la commode pour ne pas tomber. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber la photo. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait pas être le même. C'était une coïncidence, une hallucination due à la fatigue et à la déshydratation. Mais je savais que non. Je connaissais chaque griffe, chaque marque sur ce briquet. C'était le mien. Le briquet que mon père m'avait donné avant de mourir. Le briquet que j'avais perdu il y a 10 ans, à plus de 2000 kilomètres d'ici, dans les rues sombres de Chicago. La nuit même où ma vie avait volé en éclats. Et cette femme, cet inconnu au sourire radieux, le tenait dans sa main comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je suis resté là, figé, le souffle coupé, la photo tremblante entre mes doigts moites. Chaque détail de l'image s'imprimait dans mon esprit avec une clarté insoutenable. Son sourire, l'éclat du soleil dans ses cheveux. Et ce Zippo, mon Zippo. L'aigle gravé semblait me fixer, se moquer de moi à travers le temps et l'espace. Chicago. La mémoire a déferlé comme une vague glaciale, m'arrachant à la chaleur étouffante de l'Arizona. Une ruelle, puant la pisse, et les poubelles mouillées, la pluie qui giflait le bitume. La voix de Marco, mon ami, mon frère, criant mon nom. Puis la douleur, fulgurante dans mon flanc. Le bruit sourd de ma tête heurtant le mur de briques. Mes doigts cherchant instinctivement la poche de ma veste en cuir. Vide. Quand je m'étais relevé, chancelant, ils étaient partis. Marco et les autres, et mon briquet aussi. C'était la nuit où j'avais tout perdu. Ma confiance, mon nom, ma vie d'avant. La nuit où je suis devenu l'Apache. Comment? Comment cet objet, ce fragment de mon âme brisée, avait-il pu voyager depuis cette ruelle de Chicago jusqu'à la main de cette femme, au milieu de ce désert? Qui était-elle? J'ai retourné la photo. Rien. Pas un nom, pas une date. Juste le papier jauni. J'ai fouillé frénétiquement le reste de la boîte. D'autres photos de la même femme, du même homme, du même enfant. Une famille heureuse, figée dans le temps. Sur l'une d'elles, prise devant le porche du ranch, elle portait un médaillon. J'ai plissé les yeux. C'était une lettre. Un A. Anna? Alice? Impossible de savoir. Un craquement au rez-de-chaussée m'a fait sursauter. J'ai lâché la photo et j'ai empoigné mon colt, le cœur battant à tout rompre. Le silence. Je me suis collé au mur, retenant ma respiration, écoutant. Le vent. C'était juste le vent qui faisait gémir le vieux bois de la maison. Mais la peur m'avait rappelé à l'ordre. Je n'étais pas en sécurité. Les hommes qui me traquaient n'allaient pas abandonner si facilement. Je perdais un temps précieux. Je devais partir. Mais je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Cette photo n'était pas un simple mystère. C'était une encre jetée dans mon passé. Un hameçon planté dans une blessure que je croyais refermée. Je devais comprendre. J'ai abandonné la commode et j'ai commencé à fouiller la chambre avec une nouvelle urgence. L'armoire, des vêtements d'homme, des robes d'été, une odeur de lavande et de poussière. Sous une pile de draps, au fond, mes doigts ont touché du cuir. J'ai tiré. C'était un journal intime.
Un simple carnet relié, avec la même lettre A, gravée en or sur la couverture. Le cœur du mystère. Je me suis assis sur le lit, le drap blanc froissé sous mon poids, et j'ai ouvert le journal. L'écriture était fine, élégante. Les premières pages parlaient de la vie au ranch, des espoirs, des peurs. La sécheresse, le prix du bétail, la joie de voir son fils galoper pour la première fois. Je lisais en diagonale, dévorant les mois, les années, cherchant une date, un indice. Mon regard scannait les pages, cherchant une mention de Chicago, un voyage, n'importe quoi. Et puis, je l'ai trouvé. Une entrée datée d'il y a 10 ans. Le 14 octobre, la date exacte, mes mains étaient moites, mon pouls martelait mes tempes. J'ai lu. 14 octobre, Chicago. La pluie n'arrête pas de tomber sur cette ville grise. Je déteste être ici, loin de notre soleil, loin de notre terre. Paul insiste pour que nous restions pour cette réunion. Il dit que c'est important pour les affaires. Je passe mes soirées à marcher seul, pour essayer de chasser la mélancolie. Ce soir, je me suis aventuré dans un quartier que j'aurais dû éviter. L'odeur d'alcool et de désespoir flottait dans l'air. Au coin d'une ruelle, j'ai entendu des cris. J'aurais dû fuir, mais une curiosité morbide m'a cloué sur place, caché dans l'ombre d'un porche. Je me suis arrêté de respirer. Chaque mot résonnait en moi. Il y avait 4 hommes, 3 contre 1. Le jeune homme qui se battait seul avait quelque chose de sauvage, des yeux sombres et enragés. Il se battait avec une fureur désespérée, comme un animal acculé. Il protégeait un autre homme, plus frêle, qui était recroquevillé derrière lui. Je l'ai entendu crier son nom, Marco. J'ai tout vu. La trahison dans les yeux de l'ami, le coup de couteau, le jeune homme qui s'effondre contre le mur. Alors qu'il gisait au sol, sonné, un petit objet métallique a roulé hors de sa poche et s'est arrêté à quelques centimètres de mes pieds. Un briquet en argent. Les autres l'ont laissé pour mort et se sont enfuis avec celui qu'ils venaient de protéger. J'ai attendu, le cœur battant. Il a lutté pour se relever, le visage en sang. Il n'a pas vu le briquet. Il n'a pas vu la femme cachée dans l'ombre qui venait d'assister à la destruction de sa vie. Il est parti en titubant dans la nuit, seul. J'ai ramassé le briquet. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, dans l'éclat de l'éclair, j'ai cru voir un aigle gravé dessus, un symbole de liberté. Une liberté que cet homme venait de perdre à jamais. J'ai refermé le journal d'un coup sec. Le monde autour de moi tanguait. Elle était là. Elle avait tout vu. Elle avait vu Marco me trahir. Elle m'avait vu tomber. Et elle n'avait rien fait. Elle avait pris mon unique souvenir de mon père et s'était enfuie avec. Cette femme, cette Anna, n'était pas une simple inconnue. Elle était le fantôme de ma pire nuit. Soudain, un bruit bien plus distinct que le gémissement du vent m'a arraché à ma stupeur. Le bruit clair et métallique d'une portière de voiture qui se referme juste devant le ranch. Il m'avait retrouvé. La panique m'a saisi à la gorge, froide et acérée. Mon premier réflexe a été de me jeter au sol, loin de la fenêtre. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un oiseau en cage. Combien était-il ? Comment diable m'avait-il pisté jusqu'ici, au milieu de ce désert de poussière et de silence ? J'ai rampé jusqu'au bord de la fenêtre, le canon de mon Colt pressé contre le rebord usé. J'ai jeté un regard furtif. La voiture noire, la même. 2 silhouettes massives en sortaient, leurs costumes sombres détonnant dans le paysage aride. 2 hommes. Mieux que 4, mais largement suffisant pour me compliquer la vie. Ils n'avaient pas sorti leurs armes. Pas encore. Ils avançaient lentement, avec l'assurance de prédateurs qui savent leur proie piégée. L'un d'eux a fait le tour de la maison, tandis que l'autre se dirigeait droit vers la porte d'entrée. Je devais bouger, trouver une autre issue, un avantage. Rester ici, c'était attendre la mort. J'ai glissé hors de la chambre, le journal d'Anna serré contre moi, glissé dans ma ceinture, à côté de mon arme.
Je ne savais pas pourquoi je le prenais, mais l'abandonner était impensable. C'était un morceau de mon histoire, une vérité que je venais à peine de déterrer. En bas, j'ai entendu le bruit sourd de la porte d'entrée qu'on défonçait. Ils étaient à l'intérieur. « Apache, je sais que tu es là. » La voix rauque a résonné dans la maison silencieuse, faisant vibrer la poussière en suspension dans les rayons du soleil. « Rends-toi la vie facile. Donne-nous le paquet et on s'en va. C'est le patron qui le veut, pas nous. » Des menteurs. S'ils me prenaient, ils ne me laisseraient jamais repartir. Le paquet n'était qu'un prétexte. Ce qu'ils voulaient, c'était effacer un témoin. J'ai reculé sans un bruit vers la cuisine. La fenêtre par laquelle j'étais entré était ma seule chance. J'ai risqué un coup d'œil dans le couloir. L'un des hommes, un colosse chauve, montait les escaliers, un pistolet automatique à la main. L'autre fouillait le salon, retournant les draps blancs avec une violence contenue. Il était temps de partir. Je me suis glissé dans la cuisine. Mes bottes ne faisaient aucun bruit sur le vieux linoléum. Je me suis hissé sur le plan de travail, prêt à m'extraire par la fenêtre. C'est là que mon regard a été attiré par quelque chose que je n'avais pas remarqué en arrivant. Sur le mur, à côté du réfrigérateur, une série de marques au crayon mesurait la croissance d'un enfant. David, 5 ans. David, 6 ans. Et juste à côté, fixé par une punaise rouillée, un dessin d'enfant. Un dessin maladroit, aux couleurs vives. Il représentait 3 personnages, se tenant la main sous un grand soleil jaune. Un homme, une femme et un petit garçon. Et en dessous, écrit d'une main hésitante, « Papa, maman et moi ». Une bouffée de tristesse inattendue m'a submergé. Cette famille avait vécu, ici. Ils avaient été heureux. Qu'était-il advenu d'eux? Pourquoi étaient-ils partis si précipitamment? Un bruit de pas dans le couloir m'a ramené à la réalité. Je n'avais plus le temps. J'ai enjambé la fenêtre et je me suis laissé tomber dehors, atterrissant en souplesse sur la terre sèche. Accroupi contre le mur de la maison, j'ai écouté. Des cris de rage venaient de l'intérieur. Ils avaient découvert ma fuite. J'ai couru. Pas vers le désert ouvert, ça aurait été un suicide. J'ai couru vers la grange. La grande porte était fermée par une lourde barre de bois, mais une petite porte de service sur le côté était juste entr'ouverte. Je me suis faufilé à l'intérieur, dans la pénombre, et l'odeur de foin et de rouille. Des rayons de lumière perçaient à travers les planches disjointes des murs, quadrillant le sol poussiéreux. Au centre de la grange, bâchée, se trouvait la carcasse d'un vieux pick-up Ford, une cachette parfaite. Je me suis glissé sous la bâche, dans l'habitacle du véhicule, le cœur battant la chamade. J'ai entendu la porte de la cuisine claquer, puis leur voix plus proche. « Il est passé par ici. Il ne peut pas être loin. » Vérifie la grange. Je fais le tour. J'ai retenu mon souffle. J'ai vu l'ombre du colosse se découper dans l'embrasure de la porte de service. Il est entré, balayant l'obscurité du canon de son arme. Chaque craquement du plancher sous ses pieds était une torture. Il s'approchait du pick-up. Je me suis recroquevillé sur le siège, priant pour que la bâche élimée me dissimule suffisamment. Il était là, juste à côté. Je pouvais presque sentir son odeur de sueur et de tabac froid. Il a donné un coup de pied dans un vieux seau en fer qui a roulé avec un bruit assourdissant. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, il s'est éloigné. Rien ici. Il a dû filer vers les collines, et j'ai attendu, immobile, écoutant le bruit de leurs pas qui s'éloignaient, le son du moteur de leur voiture qui démarrait, puis le silence qui revenait, plus lourd et plus menaçant qu'avant. Ils n'abandonneraient pas. Ils allaient ratisser les environs. Je n'avais gagné qu'un peu de temps. J'ai soulevé un coin de la bâche, la grange était de nouveau vide. Épuisé, j'ai laissé ma tête retomber contre le dossier du siège.
C'est là que ma main a heurté quelque chose sur la banquette. Un portefeuille, vieux, usé par le temps. Je l'ai ouvert. Un permis de conduire de l'Arizona, au nom de Paul Anderson. C'était l'homme des photos, le mari d'Anna. Et derrière le permis, plié en 4, un article de journal jauni. Le titre a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Tragédie sur la route 89. Une famille locale décimée dans un accident. Mes doigts tremblaient en dépliant le papier fragile. L'article était court. Il décrivait comment, il y a 8 ans, un chauffard ivre avait percuté de plein fouet la voiture de la famille Anderson. Paul et le jeune David étaient morts sur le coup. Anna, la conductrice, avait survécu, mais était tombée dans le coma. Il n'y avait aucune mention de son réveil. Un frisson glacial m'a parcouru. Ils étaient dits morts. L'homme et l'enfant de cette vie heureuse n'étaient plus que des fantômes. Et Anna, dans le coma depuis 8 ans? Alors, qui avait vidé la maison? Qui avait recouvert les meubles de ses draps blancs? J'ai senti un malaise profond m'envahir, une sensation que quelque chose clochait terriblement dans cette histoire, bien au-delà de ma propre fuite. J'allais replier l'article quand mes yeux se sont posés sur un détail que je n'avais pas vu. Une petite photo en noir et blanc accompagnait le texte. La photo du chauffard. La police l'avait arrêté quelques kilomètres plus loin, endormi dans sa voiture. Le cliché était granuleux, de mauvaise qualité, mais le visage était reconnaissable. Un visage que j'avais vu 1000 fois dans le miroir. Un visage plus jeune, les traits tirés par l'alcool et le désespoir. Un visage que je connaissais mieux que le mien. C'était Marco. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Le sol poussiéreux de la grange n'existait plus. Il n'y avait plus que ce visage granuleux, cette photo de Marco, l'ami qui m'avait poignardé dans le dos, devenu le monstre qui avait anéanti la vie de cette femme. Le hasard n'existait pas à ce niveau. C'était une toile tissée par le destin, et j'étais une mouche prise au piège, en son centre, aux côtés d'une autre victime que je n'avais jamais connue. La trahison de Marco à Chicago, sa fuite, son ivresse. Tout cela avait créé une onde de choc qui, à des milliers de kilomètres de là, avait brisé cette famille. Ma tragédie avait enfanté la leur. La rage que je ressentais envers Marco s'est muée en un vertige nauséeux, une compréhension écœurante de la mécanique du malheur. J'étais tellement absorbé par cette révélation que je n'ai pas entendu le bruit. Pas un bruit de moteur, ni de pas lourd. Un simple craquement. Un plancher qui gémit à l'étage de la maison. Mon sang se glaça une nouvelle fois. Les hommes en noir? Non. Leur démarche était brutale, sans précaution. C'était un son furtif, presque hésitant. Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un qui vivait dans le silence. Poussé par une force que je ne comprenais pas, j'ai quitté l'abri du pick-up. Je n'étais plus un simple fugitif cherchant une cachette. J'étais lié à ce lieu, à cette histoire. Je devais savoir. J'ai traversé la cour, mon colt à la main, mais ma vigilance était différente. Ce n'était plus la peur qui me guidait, mais une sorte de résolution sombre. Je suis rentré dans la maison par la porte défoncée. Le silence était revenu, mais il était habité. J'ai monté les escaliers, chaque marche grinçant sous mon poids. La porte de la chambre principale, celle où j'avais trouvé le journal et la photo, était entr'ouverte. Une fine lame de lumière filtrait de l'intérieur. Je l'ai poussée doucement. Elle était là. Une femme se tenait de dos, regardant par la fenêtre le soleil qui déclinait sur le désert. Elle était plus âgée que sur les photos. Ses cheveux blonds striés de gris, sa silhouette amincie par le chagrin. Mais c'était elle. C'était Anna. Elle s'est retournée lentement, sans sursauter, comme si elle avait senti ma présence depuis le début. Ses yeux, d'un bleu délavé, se sont posés sur moi. Il n'y avait ni peur, ni surprise, juste une immense lassitude. Je me suis réveillé il y a 4 ans.
dit-elle d'une voix douce et rauque, une voix qui avait peu servi. Quand je suis sorti de l'hôpital, il n'y avait plus rien. Juste cette maison. Je ne pouvais pas la vendre. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors je vis dans le petit cottage des ouvriers, là-bas, derrière la colline. Et je viens ici, chaque jour, pour me souvenir. Mes lèvres étaient sèches. Je ne savais que dire. J'ai sorti le journal de ma ceinture. J'ai lu. Elle a hoché la tête. Je sais, je l'ai laissé là, dans le tiroir, tout comme j'ai laissé le portefeuille de mon mari dans son pick-up. Je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que quelqu'un devait savoir, que toute cette douleur ne pouvait pas juste rester silencieuse. Son regard est tombé sur mon arme, puis est remonté vers mes yeux. C'est vous, n'est-ce pas, le jeune homme de la ruelle, l'Apache. Le surnom, prononcé par cette femme brisée, a sonné creux, ridicule. Comment? L'hôpital où j'étais, il y avait un policier de Chicago qui terminait sa carrière comme agent de sécurité. Un jour, il m'a raconté une vieille histoire, une affaire non résolue. La trahison d'un petit malfrat nommé Marco et la disparition de son partenaire, un Apache au sang chaud qui s'était évaporé dans la nature. Il m'a montré une photo d'archive. Elle a marqué une pause. C'était le visage du chauffard qui a tué mon fils et mon mari. Alors tout était lié. Le cercle était complet. Nous étions les deux survivants de la même tempête, déclenchée par le même homme. « Je vous ai gardé quelque chose », a-t-elle murmuré. Elle a plongé la main dans la poche de sa robe et en a sorti un objet métallique. Mon zippo. Elle me l'a tendu. Il m'a rappelé qu'avant de détruire ma vie, il avait d'abord détruit la vôtre. Je crois qu'il vous revient. J'ai pris le briquet. Son contact dans ma paume était à la fois familier et étranger. Il était lourd, lourd du poids de 10 ans de fuite, de haine et maintenant du deuil de cette femme. Au loin, le bruit d'un moteur s'est fait entendre de nouveau. Les hommes en noir revenaient. Le visage d'Anna n'a pas changé. « Il y a une trappe sous le tapis », a-t-elle dit calmement. « Elle mène à la vieille cave à vin. Ils ne la trouveront jamais. Allez-y, partez quand ils seront passés. » J'ai hésité, regardant cette femme qui venait de me rendre un morceau de mon passé et de me libérer d'un fardeau de vengeance que je ne savais même plus porter. Que faire de Marco désormais? Le haïr? Il n'était qu'un pathétique domino qui, en tombant, en avait entraîné tant d'autres. J'ai sorti le paquet de ma veste, celui pour lequel on me traquait, et je l'ai posé sur la commode. Je n'ai plus besoin de ça. Je me suis glissé dans la trappe juste au moment où la porte d'entrée claquait en bas. Dans l'obscurité fraîche de la cave, j'ai attendu. J'ai entendu les bruits de pas, les jurons, puis le silence à nouveau. Quand je suis remonté, la maison était vide. Anna était partie. Le paquet était toujours sur la commode. Le soleil avait presque disparu. J'ai traversé la maison une dernière fois. Dans ma main, le zippo. J'ai fait jouer le capot. Le clic familier a résonné. Je l'ai allumé. La petite flamme a dansé, tenace, dans la pénombre. Ce n'était plus un symbole de ce que j'avais perdu, mais de ce qui avait survécu. Je suis sorti du ranch et j'ai commencé à marcher, non pas vers l'est où j'avais laissé ma vie, mais vers l'ouest, où le ciel était encore teinté d'une lueur d'espoir. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que l'Apache était mort dans cette maison, avec les fantômes de la famille Anderson. Et pour la première fois depuis 10 ans, je n'avais plus besoin de courir.